Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Aujourd'hui, dans l'émission méditerranéenne, nous allons nous intéresser à la viticulture. Et si elle est présente dans 66 départements français, c'est en Méditerranée qu'elle s'est d'abord développée. Dans un premier temps, nous serons avec Laurent Bouby, archéobotaniste et ingénieur de recherche au CNRS et à l'ISEM, Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Il nous expliquera en quoi il est important de comprendre le passé pour mieux appréhender le futur. Puis nous serons avec Nathan Grandjean, diplômé du Wine and Spirit Education Trust de Paris et fondateur de Yavin, le club des amateurs de vin cachère. Enfin, Laurent Bunon nous fera découvrir les domaines du même nom situés à la Cadière d'Azur et qui proposent du vin cachère. Laurent Bouby, bonjour. Bonjour. C'est l'archéobotanique qui a fortement contribué à promouvoir l'histoire de la vigne et de la viticulture, et parmi les traces archéologiques, les macro-restes végétaux. En quoi représentent-ils de bons indices ? Oui, alors je suis effectivement archéobotaniste, ça signifie que j'étudie les restes végétaux que l'on trouve sur les sites archéologiques, que l'on trouve dans les couches archéologiques, et en particulier ces macro-restes végétaux, ce sont les graines et les fruits et les charbons de bois. Donc ils sont importants parce qu'ils nous permettent d'identifier les plantes qui ont été utilisées par nos ancêtres et donc de dater, de situer l'utilisation de ces plantes. Alors en l'occurrence, ils permettent d'identifier la vigne et de voir dans quel site on a pu consommer des raisins, cultiver la vigne. Des recherches passionnantes. On apprend via vos recherches que la vigne que nous connaissons aujourd'hui est issue d'une liane sauvage qui est présente de l'Himalaya à l'Atlantique. Oui, c'est la vigne sauvage qu'on appelle aussi lambrusque et qui est l'ancêtre de la vigne domestique, l'ancêtre de toutes les variétés de vignes cultivées traditionnellement en Europe et dans l'ancien monde. Et cette vigne sauvage, on la trouve encore aujourd'hui, c'est une liane qui grimpe sur les arbres, notamment sur les lisières forestières, et qui produit de petits fruits, des petites baies, des petites grappes de baies qui sont comestibles, avec lesquelles on peut même faire du vin, et qui étaient consommés, utilisés par nos ancêtres depuis la préhistoire la plus lointaine, on ne sait pas très bien depuis quand, mais au moins les derniers chasseurs-cueilleurs en consommaient les fruits, puis ensuite les premières sociétés agricoles, et c'est cette vigne sauvage qui a été domestiquée, c'est-à-dire qui a donné lieu à des sélections à partir desquelles on a petit à petit développé les variétés, les cépages qu'on connaît encore aujourd'hui. Et c'est en Méditerranée, à l'âge du fer, que l'on détermine l'apparition de la viticulture en France. Oui, c'est exact. Alors, la viticulture est apparue dans l'est de la Méditerranée. On ne sait pas encore très bien où, il y a très longtemps, il y a plusieurs millénaires, vers la fin du néolithique, donc peut-être 5000, 4000 ans avant notre ère. Mais dans l'ouest de la Méditerranée, et en France plus particulièrement, cette viticulture, elle n'apparaît que autour de l'âge du fer, vers 600, 500 avant notre ère pour le sud de la France. Donc c'est une période qui correspond à l'installation de colons méditerranéens, de Grecs en particulier, avec notamment la fondation de Marseille par les Phocéens. Donc ces Marseillais, ils vont cultiver la vigne, on le sait, ils vont faire du vin, ils vont le vendre aux populations gauloises des alentours. Mais ces populations gauloises vont elles-mêmes cultiver la vigne, se mettre à cultiver la vigne très peu de temps après. Et on a trouvé des vignobles fossiles. Comment a-t-on pu les identifier ? Alors ces vignobles fossiles, ils sont connus depuis une grosse vingtaine d'années et ils ont été identifiés grâce au début de l'archéologie préventive. Donc c'est l'archéologie que l'on pratique quand il y a des constructions en ville, des aménagements d'autoroutes, de voies ferrées, etc. Et ces aménagements, pour faire les fouilles, on va décaper des grandes surfaces de terre et on va pouvoir voir l'organisation de creusements sur des grandes surfaces. Et à Marseille, justement, pour la première fois, des collègues archéologues ont identifié des alignements de fosses, de petits creusements qu'on ne savait pas interpréter au début et rapidement ils ont compris que ces fosses avaient été creusées durant l'Antiquité, alors bon ça dépend des périodes, pour planter des cultures pérennes, des arbres, mais c'était trop petit et trop rapproché pour être des arbres et ils ont constaté que ça correspondait parfaitement aux descriptions de plantations de vignes qui ont été faites par les agronomes latins, par Pline l'Ancien par exemple ou Columelle. Et à partir de ces premières découvertes de Marseille, on a trouvé ces vignobles dans de nombreux sites du sud de la France en particulier, mais aussi dans d'autres régions. Et aujourd'hui, avec ces fouilles, on a
arrive à reconstituer de véritables paysages agraires d'époque romaine, par exemple. Donc on voit les vignobles qui s'étendent autour des fermes, séparés par des voies de circulation. C'est assez saisissant parfois. Et c'est suite à la période romaine que la culture de la vigne va s'intensifier, principalement en région méditerranéenne. Oui, donc comme je vous disais, donc la première viticulture semble pratiquée à Marseille par les Grecs, et puis elle va se diffuser chez les Gaulois du Midi, mais c'est encore assez peu intensif. En revanche, on voit qu'après la conquête romaine, et en particulier à partir du changement d'air, la viticulture prend beaucoup d'importance. C'est donc ces vignobles, on trouve de plus en plus de vignobles, de chais, de sites qui étaient destinés à la production de vin, d'ateliers d'amphores aussi. On voit de nombreux ateliers d'amphores, donc ces vases spécifiques qui étaient fabriqués pour transporter le vin. Et on retrouve ces amphores caractéristiques du sud de la France, on va les retrouver à Rome, dans de nombreux endroits de l'Empire romain, donc ce qui témoigne d'une viticulture très intensive, en particulier au cours des 2 premiers siècles de notre ère, entre 0 et 200-250 de notre ère. La viticulture a ainsi joué un rôle majeur dans l'Empire romain, et de récentes études de l'ADN ancien constituent un outil supplémentaire pour déterminer les diverses caractéristiques des vignes, ainsi que l'évolution de la vigne cultivée au cours du temps. Oui, donc nous, archébotanistes, on essaie de faire parler nos restes anciens de vignes, alors en particulier les graines, les pépins. On étudie leur forme par la morphométrie pour essayer de distinguer vignes sauvages, vignes domestiques, mais à l'intérieur de la vigne domestique, on essaie aussi de distinguer des types cultivés, de comparer nos restes anciens aux variétés, aux cépages connus aujourd'hui. Donc on le fait par l'étude de la forme, comme je vous disais, la morphométrie, mais aussi aujourd'hui par l'étude de l'ADN ancien. Alors, dans certains pépins archéologiques conservés dans l'eau pendant des siècles ou des millénaires, on trouve régulièrement des traces, des très petits fragments d'ADN. Et cet ADN, dans des laboratoires spécialisés avec des méthodes très précautionneuses, on va pouvoir le comparer à l'ADN de variétés de vignes cultivées encore aujourd'hui. Et dans certains cas, on va pouvoir établir des liens de parenté entre nos vignes archéologiques, nos pépins de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, et ces cépages qui sont connus aujourd'hui. Et la culture de la vigne en Méditerranée est encore de nos jours une tradition. Nous avons dans le sud de magnifiques vignobles. L'histoire de la viticulture s'appuie donc à la fois sur des attributs immuables tout en s'adaptant à des bouleversements. Tout à fait, donc c'est un des objectifs de nos études, c'est de voir comment cette viticulture a évolué au cours du temps. Et on s'aperçoit que la viticulture a évolué en fonction de changements culturels, donc des choix qui étaient opérés par les sociétés anciennes. On voulait faire du vin, on voulait faire des raisins de table, mais aussi pour s'adapter à l'environnement. Donc par exemple, on voit que la viticulture a changé quand il y a eu une diffusion depuis la région méditerranéenne à la France continentale. Bien aujourd'hui, on a des informations qui nous montrent qu'il y a eu des changements de variétés. On a eu aussi des changements de variétés dans le temps. Il semble qu'au début de la viticulture, à l'âge du fer, on utilisait notamment des variétés orientales, donc qui avaient été introduites par les Grecs, par les Étrusques, par les Romains. Et puis de plus en plus, on va utiliser des variétés typiques de l'ouest de l'Europe qui sont mieux adaptées à la production de vin et mieux adaptées aux conditions écologiques, au climat de la région. Donc ce sont ces changements que l'on étudie. Aujourd'hui, la viticulture est au cœur des enjeux climatiques et le programme de recherche MICA, qui intègre plusieurs disciplines, devrait sans doute permettre de mieux nous adapter. Oui, alors l'objectif de ce programme financé par l'Agence nationale de la recherche, qui a débuté il y a 1 an environ, c'est de modéliser les changements climatiques, donc les changements du climat à travers le temps au cours des 4 derniers millénaires, et en même temps les changements de l'agriculture, pour essayer de comprendre en quoi les changements de l'agriculture ont répondu à des changements climatiques, et en quoi ces changements ont répondu au contraire à des changements économiques ou à d'autres perturbations qui ont pu avoir lieu, comme l'arrivée de pestes, de ravageurs, etc. Donc par exemple, on voit aujourd'hui que la diffusion de la viticulture se fait à l'époque romaine à l'intérieur des terres, avec un réchauffement climatique, le réchauffement climatique de l'optimum climatique de la période romaine, donc c'est une période vraiment chaude. Donc on voit que la viticulture diffuse à ce moment-là. Il reste à savoir comment cette viticulture a évolué avant et comment elle évoluera après, avec par exemple le petit âge glaciaire. Est-ce qu'on a des changements de variétés qui s'opèrent? Est-ce qu'on a des changements de techniques? Donc c'est des questions qui sont importantes, puisqu'on est aujourd'hui confronté de nouveau à ce type de changement, bien que cette fois le changement climatique soit causé par l'activité humaine. On a un réchauffement très important qui inquiète beaucoup les vignerons de la région méditerranéenne, et on réfléchit aujourd'hui pour savoir comment adapter la viticulture méditerranéenne. Donc nous on cherche à savoir comment nos ancêtres
ont réagi. Peut-être que de leur réaction, on pourra tirer des enseignements pour le futur. Eh bien, merci beaucoup Laurent Bouby pour toutes ces explications fort intéressantes. On apprécie boire du bon vin. Il est aussi important de connaître son histoire. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au revoir. Nathan Grandjean, bonjour. Bonjour. Proposer une nouvelle vision des vins cachers aux amateurs de vin de la communauté juive, c'est ce qui vous a amené à créer Yavin. Oui, on va dire que le marché cachère en France c'est un peu particulier, bien qu'il y ait une grosse communauté et une histoire particulière vis-à-vis du vin. En France, il se trouve que le marché cachère est un peu particulier par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, voire évidemment les plus gros pays comme Israël ou les États-Unis. Il n'y a pas de cavistes cachère, alors que pour des raisons légales, par exemple aux États-Unis, il y a forcément, on n'achète pas que dans des liquor stores. En Israël, le marché permet le développement de commerces plus petits comme ça. En fait, en France, on est obligé d'acheter son vin chez l'épicier, rangé entre les escalopes panées et les bocaux d'huile et d'olive. Donc, on se retrouve souvent à avoir des rayons parfois très importants, mais avec très peu finalement de personnes pour conseiller. Et donc, on se retrouve un peu à la merci des lois du marché qui font que on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Et on retrouve souvent des répliques de best-sellers et un peu toujours les mêmes. Vu que ça marche, on continue. Et donc, il y avait peu d'émulation. Et je parle de ça il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que mon challenge, ça a été de me dire qu'il fallait donner les moyens à la communauté juive française de s'éclairer un peu dans son accès au vin et d'essayer de découvrir un peu plus, de manière un peu plus éclairée, ce qu'on pouvait trouver sur le marché cachère. Et dans un deuxième temps, de faire des productions. Alors qu'il y avait d'excellentes productions cachères à Bordeaux. En dehors de Bordeaux, il n'y avait pas grand-chose qui était du haut de gamme. Et en fait, l'idée, c'était d'aller voir dans la richesse du patrimoine français viticole, d'aller voir d'autres grands noms du vin dans des régions un peu moins connues sur le marché cachère en tout cas. Et voilà, de donner accès à des sélections plus fines, plus qualitatives au plus grand nombre. Et vous faites donc découvrir des appellations prestigieuses, encore inconnues en rayon cachère de divers pays viticoles, ainsi que des catégories bio et vegan. Voilà, alors vegan dans le vin, c'est assez vite limité. En fait, c'est lié juste à un produit de collage qui peut être animal, mais en général, pour le cachère, de toute façon, ça l'est. C'est assez facile, le vin vegan. Bio, c'est une éthique plus complexe dans la viticulture elle-même, mais ça commence à rencontrer un intérêt sur le marché cachère. Et effectivement, je suis allé prospecter des grands noms du vin non cachère pour les convaincre de faire des vins cachères dans des appellations où on trouvait soit pas de vin, soit rien de très qualitatif, comme dans la vallée du Rhône, le nord de la vallée du Rhône, ou le sud de Châteauneuf-du-Pape, le nord comme dans les appellations qui dans le non cachère sont prestigieuses comme Côte-Rôtie, Saint-Joseph, Condrieu, etc., qui n'existaient pas sur le marché cachère, mais également en Italie, à Barolo, dans le Languedoc, avec un très beau domaine qui travaille en bio et en biodynamie, dans les Corbières, avec des très très beaux vins, avec une vraie typicité, une vraie authenticité. Alors c'est le château de la Baronne qui est un domaine bien connu dans le monde du vin non cachère, qui sont la famille Linière qui fait des vins depuis plusieurs générations et qui font tout en biodynamie, qui sont vraiment un très beau domaine à visiter, ou dans la Loire près de Chinon. C'est vraiment des vins qu'on est content de voir débarquer dans les rayons cachères. Eh bien, merci beaucoup Nathan Grandjean pour cette interview et pour connaître l'éventail de vos produits. Vous pouvez vous rendre sur le site yavin.fr, mais aussi sur les groupes Facebook Les Bons Plans Cachers, et ce n'est pas tout, les groupes Kosher Wines, Sharing and Experiences et Vins Cachers partagent bons plans et conseils. Bonjour à vous, Laurent Bunand. Bonjour. Pourriez-vous situer les domaines Bunand et les présenter aux auditeurs de Radio JM ? Nous sommes situés à l'Acadière et au Castellet, dans le Var, au bord de la mer. Bon, la cave est située à l'Acadière. Nous sommes installés ici depuis 1961 et nous avons 3 domaines sur ce secteur. Vos domaines sont connus pour leurs terroirs différents et leurs vins de caractère. Alors chaque terroir que nous avons est sur un sous-sol différent. Donc le premier terroir où nous sommes installés, c'est le terroir du Moulin d'Écosse, qui est un terroir argilo-calcaire qui est assez reconnu. À vrai dire, c'est que de la caillasse, beaucoup de pierres, où on fait des blancs, des rosés et des rouges. Nous avons un autre terroir au Castellet où ce sont des terres beaucoup plus argileuses, qui s'appelle le Château-la-Rouvière. Et entre l'Acadière et le Castellet, nous avons un autre domaine qui s'appelle le Bélouvet, où là, ce sont aussi des terres argileuses, où nous faisons du Côte de Provence. Donc sur ces 3
domaine, nous faisons aussi bien des vins de pays que des vins de Bandol, que des Côtes de Provence. Une grande diversité et vous proposez également des spécialités. Oui, on fait plusieurs spécialités. Alors on a des petites spécialités. On est aussi producteur d'huile d'olive, on fait un peu d'huile d'olive, on fait un peu de miel, on fait aussi d'autres produits. On est aussi bouilleur de cru. On a un vieil alambic à bois où on distille nos mares de vin rouge issus de nos vins de Bandol. Mais on a aussi une autre spécialité qui va intéresser un peu plus vos auditeurs. C'est on est producteur de vin cachère et on produit du vin cachère déjà pour notre famille et ensuite pour des clients qui nous connaissent depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, on est certifié par le Beddin de Nice et le Brave Wolf d'Amsterdam et on fait des vins cachères depuis un rouge et un rosé. Et peut-être un jour le vin blanc? Alors peut-être un jour, mais actuellement on n'a pas beaucoup de vin blanc disponible. Donc le vin cachère c'est quand même un processus qui est, je dirais pas compliqué, mais qui est un processus difficile à faire. Donc on fait aujourd'hui que du rosé et du rouge. Peut-être un jour on fera du blanc aussi. Alors rapidement, quel est le processus de vinification pour les vins cachères? Alors le processus chez nous, il n'y a pas de différence entre nos vins cachères et nos vins, je dirais, normaux. La seule différence et la seule, je dirais, chose qui est la plus importante, c'est que le vin cachère est fait par des chômeurs Shabbat, et c'est pas nous qui faisons le vin, ce sont des chômeurs qui viennent à la cave et qui font le vin. Ils font le vin sous notre contrôle, et nous on a le droit de toucher les bouteilles juste après la mise en bouteille. Voilà. Mais tout le travail du vin est fait par des chômeurs et on travaille en collaboration avec des gens de Marseille qui viennent pour faire ça et depuis de nombreuses années. Et ça se passe très très bien. Et pourriez-vous nous préciser ce qui différencie une appellation Bandol d'une appellation Côte de Provence ou Coteaux-Varois de Provence? Alors ça, on parle vraiment de terroir. Bandol, c'est l'une des plus vieilles appellations dans le sud de la France. Et en France, ça a été la 5e appellation créée, qui a été créée en 1941 sur 8 communes. Et c'est un tout petit terroir qui compte aujourd'hui 1400 hectares de vignes, avec un cépage très particulier qui s'appelle le Mourvèdre, qui est obligatoire dans l'élaboration de nos vins rouges à 50%. Et suivant nos cuvées, nous allons en mettre jusqu'à 75-95%. Mais c'est ce cépage vraiment qui fait le caractère des vins de Bandol. Il est aussi présent dans les rosés, parce qu'il doit rentrer dans 20% dans la composition des rosés. Il y a aussi d'autres cépages qui sont le Grenache, le Cinsault. Mais Bandol, c'est 8 communes autour de la ville de Bandol, un terroir très particulier, 60 producteurs aujourd'hui. Les Côtes de Provence, c'est beaucoup plus vaste. Ça commence aux abords de Marseille et ça finit vers Nice, 22 000 hectares, avec une appellation qui est complètement différente. Aujourd'hui, il y a des sous-appellations dans l'appellation Côte de Provence, comme les Victoires, ou il y en a plusieurs, ou la Londe-les-Morts. Donc, avec des cépages aussi différents et aussi avec des rendements un petit peu supérieurs. Donc, à Bandol, le rendement maximum est de 40 hecto-hectares et dans les Côtes de Provence, c'est de 55 hecto-hectares. Même chose aussi pour, vous me parliez des Coteaux-Varois en Provence, que je connais bien aussi, ou encore, c'est le terroir et je dirais les villages qui forment cette appellation. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Laurent Bunand de nous avoir fait découvrir vos domaines. Il ne reste plus qu'à venir sur place pour visiter ces domaines et apprécier ces vins de caractère. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site bunand.com. Merci à vous. Merci à vous et on attend vos auditeurs pour faire visiter nos domaines et notre cave et goûter nos vins cachères et non cachères s'ils veulent. Avec grand plaisir. Voilà, il n'y a plus qu'à. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.